Bonjour tout le monde. C'est lundi prochain que se déroulera le vote pour l'élection fédérale. Et on peut croire, ou on pourrait imaginer qu'une élection fédérale, c'est un bon moment pour le Québec de faire encore entendre sa voix, de faire des demandes en matière de respect de l'autonomie du Québec. Et c'est ce que l'Assemblée nationale a fait dans les derniers jours, et c'est aussi ce que le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, a fait dans les derniers jours. D'une part, l'Assemblée nationale a adopté une résolution unanime demandant à ce que le Québec ait une participation minimale à la nomination des juges des cours supérieures du Québec, parce qu'actuellement, c'est un processus qui est entièrement contrôlé par le gouvernement fédéral. L'Assemblée nationale ne demande même pas que ce soit le Québec qui soit responsable de ces nominations, mais il demande que les nominations soient effectuées à partir d'une liste fournie par le Québec. Ça, c'est la première résolution adoptée par l'Assemblée nationale. Par ailleurs, on a adopté une motion aussi à l'Assemblée nationale demandant à ce que le Québec reçoive une part équitable du chèque de remboursement qui est fait de la taxe carbone qui a été éliminée. Parce que comment ça fonctionne, c'est que la taxe, elle est payée, mais avant ça, le gouvernement fédéral remboursait cette taxe carbone, qui ne s'applique pas au Québec. Donc, il y a à peu près 3,7 milliards de dollars d'argent des contribuables, y compris l'argent des Québécois, qui va servir à envoyer des chèques ailleurs au Canada pour rembourser une taxe qui est maintenant éliminée. Alors, c'est un cadeau électoral dans le reste du Canada. On a demandé que le Québec reçoive sa juste part. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Carney ferme la porte aux deux demandes de l'Assemblée nationale formulées aujourd'hui, en droite ligne avec l'historique du fédéralisme canadien. Et ce qui est intéressant, c'est que ça nous ramène à la raison d'être de la coalition Avenir Québec. Et c'est de ça dont je vais parler aujourd'hui avec le ministre de la Justice puis avec d'autres collègues des autres partis, faire le bilan du programme de la CAQ, un nouveau projet pour les nationalistes du Québec. Parce que j'écoutais ce matin une émission à la radio de Québec ici où il y avait quelqu'un qui se demandait c'est quoi la raison d'être de la CAQ? C'est quoi la philosophie de la CAQ? Où est-ce qu'ils veulent amener le Québec? Et si on revient au départ, c'est qu'ils disaient constater l'échec de la voie là, du Parti libéral, qui est de dire on accepte le Canada tel qu'il est, puis c'est comme ça, puis celle de l'émancipation du peuple québécois, de l'indépendance proposée par le Parti québécois. Alors, eux, ils pensent arriver avec une nouvelle voie, la troisième voie, celle qui a été essayée tant de fois dans l'histoire du Québec et qui n'a jamais marché. Et là, ils proposent, il faut s'en souvenir, c'est en novembre 2015 que ces propositions-là sont faites. Et là, ça fait 7 ans de gouvernement de la CAQ, avec des promesses faites aux Québécois, puis on entretient l'illusion qu'on va obtenir des changements à l'intérieur de la Fédération canadienne, et le bilan des 21 demandes, des 21 points qui sont vus comme minimaux par la CAQ, c'est zéro. C'est zéro, comme le dit la chanson. Je ne pourrais pas toutes les passer aujourd'hui avec vous, là, mais on va les passer au peigne fin tout à l'heure en interpellation. On va avoir 2 heures de débat. Mais remarquez que la motion cette semaine, la résolution de l'Assemblée nationale, c'était sur la nomination des juges des cours supérieures, alors que la demande historique, c'est que ce soit l'Assemblée nationale qui désigne 3 juges à la Cour suprême du Canada. Ça n'arrivera pas, ce n'est pas arrivé. Transfert de points d'impôt. C'est quand la dernière fois que vous avez entendu le gouvernement de la CAQ parler de ça? Zéro. Les transferts fédéraux, à chaque fois, c'est la même chose. On demande tant, on reçoit ça. Rapport d'impôt unique, élimination du déséquilibre dans les investissements en recherche et développement, transfert de fonds pour les infrastructures. Qu'est-ce qu'on a entendu dans les dernières semaines, depuis la présentation du budget? Les ministres de la CAQ se plaignent du fait que le gouvernement fédéral ne fait pas sa part pour les infrastructures. Toujours les mêmes rengaines, aucun gain. Rapatriement des budgets fédéraux en culture. C'est quand la dernière fois que vous avez entendu parler, le gouvernement de la CAQ, de ce point-là? Zéro. Loi 101 appliquée aux entreprises à charte fédérale, toujours pas. Ah, les fameux pouvoirs en matière de langue, d'immigration et de culture. Aucun gain. Reconnaissance constitutionnelle pleine et entière du Québec en tant que nation. Aucun gain. Pouvoir fédéral de dépenser. Pire que jamais. C'était vu comme une menace. Il y a 50 ans, il y a 75 ans, ça s'est empiré. Ah, puis là, on ne parle même pas droit de veto du Québec sur les modifications constitutionnelles, abolition ou réforme du Sénat, abolition de la fonction de lieutenant-gouverneur. Le gouvernement de la CAQ n'en parle même pas.
Dans ce programme-là, c'est intéressant parce que le mot « résultat », avoir des résultats, c'est utilisé 7 fois dans leur document de 2015. Le mot « gain », 5 fois. On va aller chercher des gros gains. Aucun résultat, aucun gain. Et c'est là-dessus que va être jugé le gouvernement de la CAQ et c'est là-dessus que va être jugée cette troisième voie proposée par la CAQ. Elle aura au moins le mérite de démontrer une fois pour toutes que c'est une illusion, cette troisième voie, et que la solution pour l'avenir du Québec, c'est l'indépendance, c'est de faire un pays. Là-dessus, je suis prêt à prendre vos questions. Hier, M. Legault a interpellé les chefs par rapport à l'immigration, par rapport à la situation à la frontière. Est-ce que vous croyez donc qu'il aurait dû demander plus aux chefs en cette période électorale? Parce que ça semble être sa demande maintenant la principale. Les demandes du gouvernement Legault et du premier ministre Legault en matière d'immigration sont une illustration patente, criante de ce qu'on dit aujourd'hui. Il a commencé là. Hein? Le Québec, c'est une question de survie, doit avoir tous les pouvoirs en immigration. Puis mois après mois, il est obligé de baisser ses demandes puis d'arriver au strict minimum. Puis là, il est rendu à dire « Oui, mais là, est-ce que, s'il vous plaît, on pourrait peut-être faire ceci et faire là? » Donc, le Québec est encore en situation de quêter sa place à la table des décisions en ce qui concerne l'immigration. Il n'y aura pas de solution à cet imbroglio qui est le système de l'immigration qui a été saboté par le gouvernement fédéral tant que le Québec n'aura pas réellement les pleins pouvoirs en étant un pays indépendant. Vous appelez à voter bloc comme votre chef aujourd'hui? Oui, tout à fait. On l'a dit avant les élections. On l'a dit à plusieurs reprises pendant l'élection. Vous avez questionné plusieurs fois Paul Saint-Pierre Plamondon. Paul Saint-Pierre Plamondon avait dit « Je ne veux pas m'immiscer dans cette campagne-là. Je veux pas être impliqué là-dedans. » Puis là, hier, long message sur Facebook, en fond de train contre Mark Carney, finissant en disant « Je vote bloc ». C'est pas un peu contradictoire, tout ça? Non, parce que de fait, Paul Saint-Pierre Plamondon a fait ce qu'il avait dit qu'il ferait, puis ça a été la même chose aussi dans les élections fédérales précédentes, c'est-à-dire de ne pas s'immiscer dans la campagne, mais de commenter, par contre, lorsqu'il s'agit du premier ministre du Québec, du Canada, parce que Mark Carney est le premier ministre du Canada, et ça, on l'a toujours fait, parce que ce qui se passe à Ottawa, ce qui se passe au fédéral, a évidemment un impact au Québec. Donc ça, on peut commenter Mark Carney comme premier ministre du Canada. Et notre vote, il est clair depuis le début. Tous les députés du Parti québécois votent bloc. Mais moi, je suis intéressé à savoir ce que répondent à cette question-là les autres partis. Que fait François Legault avec son vote lundi? Que fait M. Tanguay? Que fait Ruben Gazal? Que font les députés de la région de Québec? Des autres partis ici? Moi, je suis intéressé à le savoir. Nous, en tout cas, notre choix est clair. Ce message-là, à 3-4 jours du jour du vote, c'est pas un signe que peut-être qu'il y a de l'inquiétude, qu'il y ait des sièges bloquistes qui soient perdus, puis que là, il sort un peu de ce qu'il avait dit, de ne pas s'immiscer dans cette campagne-là, au fond. On ne s'immisce pas dans la campagne. C'est un rappel de ce qu'on a dit depuis le début de la campagne, de ce qu'on a dit avant la campagne. Nous, on sait qu'il y a un parti qui est fidèle aux intérêts du Québec à Ottawa et qu'il n'a aucune autre attache que celle des intérêts du Québec, c'est le Bloc québécois. On le dit et on le redit. Et que notre chef, tout comme tous les députés du Parti québécois, on n'arrêtera pas de commenter l'action du gouvernement fédéral et du premier ministre du Canada parce qu'il y a une campagne électorale. Oui, mais premier ministre quelques semaines, M. Paradis, vous dites, on parle du premier ministre, mais on parle du chef du Parti libéral en campagne. Là. Mais c'est le premier ministre du Canada. Et bien qu'il soit là depuis peu, c'est le premier ministre du Canada. Et comme Paul Saint-Pierre Plamondon l'indique dans son message, on voit clairement qu'il va continuer l'héritage de Justin Trudeau, auquel il a d'ailleurs participé en tant que conseiller de l'ancien premier ministre Justin Trudeau. Qu'est-ce qui rend ça une menace existentielle, selon vous, la présence de Mark Carney, comme potentiellement? Paul Saint-Pierre Plamondon l'indique dans son message, c'est qu'il va continuer les politiques de Justin Trudeau qui ont nui au Québec au fil des dernières années. On vient de parler d'immigration. Pour des raisons idéologiques, il y a eu un réel sabotage d'un système d'immigration qui fonctionnait au Canada, qui était jugé comme un des plus efficaces, des généreux et efficaces dans le monde. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une situation où ça a été saboté, ce système-là. Et on a
comme proche conseiller du premier ministre du Canada, Mark Carney, l'idéateur de l'initiative du siècle. L'initiative du siècle, c'est cette volonté de faire passer la population du Canada à 100 millions d'habitants en une courte période de temps, notamment via l'immigration. Et cet idéateur, lui, il a dit bien, que ça noie le Québec, ils continueront à aboyer au Québec. Nous, on y va, on va par là. C'est un proche conseiller du premier ministre actuel. Les dépenses inconsidérées, comme si l'argent était de l'argent de Monopoly, parce qu'on est tellement loin des priorités du terrain. On dépense plus que jamais dans les compétences des provinces et donc dans les compétences du Québec. Il fallait suivre la campagne électorale pour voir à quel point on discutait des juridictions du Québec. Croissance exponentielle de la fonction publique, des dépenses du fédéral qui nous endettent, qui endettent les Québécois pour à peu près aucun service. Alors, au dernier calcul, on envoie 82 milliards de nos impôts au fédéral. Imaginez ce qu'on pourrait faire avec cet argent-là au Québec, avec les priorités du Québec, en respectant nos volontés, nos valeurs, nos façons de faire les choses. Puisque c'est intime, j'ai 2 questions sur un dossier régional, M. Paradis, si vous permettez. Je voudrais avoir votre réaction sur l'abolition du programme de régionalisation des demandeurs d'asile pour ces demandeurs d'asile-là à Québec. Je comprends qu'il y a une dizaine de postes qui sont touchés. On parle d'aide à l'emploi, d'hébergement, francisation. C'est un programme de 15 millions que le gouvernement a décidé d'abolir. Comment vous réagissez à ça? Bien, c'est encore un programme du gouvernement de la CAQ qui ne fonctionne pas. Qui est annoncé en grande pompe, mais ensuite qui est coupé. Ça vient de l'idée, à l'époque, de la ministre Christine Fréchette, là, de régionaliser l'immigration, de faire en sorte que des gens qui arrivent principalement à Montréal puissent être régionalisés, y compris à Québec. Ça va être à eux de nous expliquer pourquoi il est aboli. Pourquoi il est aboli? Qu'est-ce qui fait que, alors qu'on l'a annoncé puis qu'on a dit que c'est une partie importante de la solution, comment ça se fait qu'après si peu de temps, il est aboli? Quelles sont les données qui explique cette décision-là? Pour l'instant, on n'a pas ces explications-là. On a des acteurs du milieu qui disent bien, c'est inquiétant ce qui se passe. Au gouvernement de nous dire ce qui se passe. Puis il faut revenir à la base. C'est ce sabotage du régime d'immigration dont je parlais. Le gouvernement fédéral a sa part de responsabilité. Le gouvernement du Québec aussi. Le gouvernement du Québec a participé à la hausse des seuils qui sont devenus invivables compte tenu de notre capacité d'accueil, mais surtout aussi à bâtir un régime où il n'y a pas d'adéquation entre les besoins et entre les services qu'on livre. Le cabinet de M. Roberge dit avoir observé, la raison pour laquelle il a coupé, là, M. Paradis, une diminution des usagers cet hiver. La question que je vous pose, est-ce que ça justifie de couper ce programme-là quand vous avez lu les intervenants du milieu, ils disent, pas le chiffre exact de ces demandeurs d'asile dans la capitale nationale, mais il y en aurait des centaines, puis ces gens-là se sont retrouvés avec plus rien, là, plus d'aide. Donc, c'est là où je veux vous faire réagir. J'ai lu les réponses qu'on a obtenues. Je ne les trouve pas très satisfaisantes. J'aimerais en savoir plus parce que ça ressemble un peu à ce qui s'est passé en francisation, un dossier sur lequel j'ai été très actif. On avait notamment ici dans la capitale nationale un système qui fonctionnait, où il y avait des gens compétents qui, depuis très longtemps, participent à l'accueil et l'intégration réelle des personnes migrantes avec des services de qualité. Et on a mis la hache là-dedans. On a mis à la porte ces gens-là pour créer quelque chose d'autre dont on ne sait toujours pas exactement c'est quoi à côté. Alors, même chose pour ce service-là. Il était là, il fonctionnait. Qu'est-ce qui fait qu'on l'a coupé? C'est quoi les données? Par quoi on le remplace ou par quoi on ne le remplace pas? Mais il faut revenir aussi sur les priorités. Il faut revenir à des seuils qui sont raisonnables et qui nous permettent de faire une intégration et un accueil réussi des personnes migrantes avec des services de qualité. Parce que nous, on est de cette école-là. Une fois que les gens sont chez nous, il faut s'en occuper puis il faut s'assurer qu'ils soient accueillis dignement et qu'ils soient intégrés de manière en français, mais avec des services comme tous les autres Québécois, avec un accès à l'emploi équivalent aux autres Québécois. Ça, c'est l'essence même de notre position. Mais ça veut dire que ça prend des seuils raisonnables. Puis ça veut dire aussi, notamment, parce que là, on parle beaucoup des temporaires. Ouais. C'est beaucoup des temporaires. Donc, nous, on le dit depuis le début, il faut revenir à un système efficace. Là, on est toujours dans le plan B, dans la solution de remplacement. Qu'est-ce qu'on fait avec les temporaires pendant l'immense période de temps qu'on prend à traiter les demandes? C'est là-dessus qu'il faut travailler. Donc, des seuils raisonnables, puis aussi une capacité de traitement des dossiers qui fait en sorte qu'on donne une réponse rapidement
aux demandes de citoyenneté et aux demandes de certificats des gens qui sont ici sur une base temporaire. Entendu. Voilà. Merci. Merci. Bonne journée.